Mes chers amis, ce mois-ci, je me frotte les mains parce que j'ai un nouveau book club pour vous. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Habituellement, je vous propose un livre et là, j'avais envie de vous faire une surprise et de vous proposer les 5 livres que j'ai lus ce mois-ci. Comme ça, déjà, je vous partage un petit peu plus mon quotidien, quels sont les livres réellement que je lis. Et puis, d'autre part, du coup, j'avais envie de vous faire un débrief extrêmement honnête, sincère sur ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a apporté ou pas. Donc, ne vous attendez pas de la langue de bois. Au contraire, je vais essayer d'être le plus juste possible et vous donner envie ou pas d'ailleurs de découvrir ces ouvrages, comme ça vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi si jamais il y en a. Alors le livre numéro 1 que j'ai lu, vous allez voir il y a pas mal de littérature, c'est un livre absolument génial, je vous le dis d'emblée, c'est une biographie, la biographie de Balzac par Stefan Zweig. Vous connaissez peut-être pas Stefan Zweig, c'est un auteur qui est décédé juste après la Deuxième Guerre mondiale, juif autrichien qui a fui l'Allemagne nazie, qui est parti vivre au Brésil et qui est tout simplement un auteur absolument génial qui écrit des nouvelles magnifiques. Vous connaissez certainement Le Joueur d'échecs, 24 heures dans la vie d'une femme. Eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est que Stefan Zweig était un passionné d'histoire et notamment de biographie. Il en a écrit plein, j'en raffole. Elles sont toutes géniales. J'ai déjà lu la biographie de Montaigne, j'ai déjà lu la biographie de Marie Stuart, j'ai déjà lu par exemple la biographie de Marie-Antoinette. Franchement, il y en a énormément. Elles sont vraiment formidables. Et celle que j'ai choisie cette fois-ci, c'était la biographie d'un auteur que j'apprécie beaucoup, Honoré de Balzac, qui selon Stefan Zweig est son auteur favori. Et cette biographie, c'est un peu son testament, puisque c'est la dernière biographie qu'il a écrite. C'est un vrai chef-d'œuvre, je trouve, du monde des biographies. Et donc, c'est pour ça que j'avais très envie de la lire, parce que j'avais envie de mieux connaître cet auteur, Balzac, et de comprendre ses paradoxes. Et vous allez voir, c'est ça qui est très intéressant dans cette biographie, c'est que Balzac, c'était à la fois un génie et en même temps extrêmement paradoxal. Je vais vous résumer en 2 mots l'état d'esprit via une citation qui dit... de Balzac, qui dit « J'ai faim et rien ne s'offre à mon avidité. Que me faut-il? Je n'ai que 2 passions, l'amour et la gloire. Rien n'est encore satisfait. » Et ça, cette phrase, Balzac l'a dit quand il n'avait que 21 ans. Il était déjà impétueux, c'était déjà un jeune homme qui était désespéré de ne pas être connu, de ne pas avoir assez d'argent et qui voulait en plus connaître l'amour, le vrai, le grand amour. Et ça va être vraiment ces 2 obsessions tout au long de sa vie, la gloire, l'argent et l'amour de l'autre côté. Et cette biographie de Stefan Zweig, vous allez voir, nous montre comment il a réussi, ou plutôt comment il a échoué à avoir les 2. Cette biographie, elle nous relate avec vraiment, je trouve, beaucoup de virtuosité. C'est une très très belle écriture, mais facile à lire. Le paradoxe d'un génie de la littérature française. À la fois, cet homme, Balzac, était un bourreau de travail. Je vous laisse imaginer. Il travaillait la nuit, il se levait à 18h et en gros, jusqu'à 8h du matin, il travaillait non-stop toute la nuit et ensuite, il prenait un bain d'1 heure juste pour se détendre et réenchaînait ensuite sur quasiment 12 heures de travail. Il dormait très très peu et d'ailleurs, pour être honnête, il en est mort. C'est ce que nous explique Stefan Zweig. Mais donc, c'était un énorme bourreau de travail, une intelligence artistique, je pense, parmi les plus disciplinés que la France ait connue. Un vrai asset, franchement, de la discipline et de la persévérance. Et en même temps, et c'est ça qui est absolument fou et je trouve qu'on comprend très bien dans la biographie de Stefan Zweig, c'était un homme qui était presque enfantin, mais complètement à côté de ses pompes, crédule, complètement idolâtre de la haute société, de l'époque, de ses richesses. C'était un homme qui paraissait presque vain, un peu vulgaire, un peu grossier quand il était en société, parce qu'il avait une obsession de la gloire et de la réussite et de paraître quelque chose qu'il n'était pas vraiment, lui qui était né d'un milieu assez humble, on va dire un peu paysan. Bref, j'ai trouvé que ce paradoxe était absolument passionnant. Connaître le parcours de ce grand homme et surtout les contradictions, les complexes de ce génie qui ont même fini par le tuer, c'est un livre que je vous recommande vivement si vous aimez les biographies. Franchement, ça se lit très très bien, presque comme un roman d'aventure parce que ça va de rebondissement en rebondissement. Donc le livre se trouve très facilement dans toutes les librairies. Sur Kindle, c'est ce que j'ai fait, je l'ai lu sur Kindle. La biographie de Stefan Zweig, qui a écrit un livre sur la vie de Balzac, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, le 2e livre que j'ai lu, il est beaucoup plus court. Celui-là, c'est en fait une pièce de théâtre. Et pour tout vous dire, c'est quelque chose qui, à la base, était destiné au cinéma. C'est Jean-Paul Sartre, figurez-vous, cet auteur qu'on connaît parce que c'est un grand philosophe, etc., qui a aussi écrit des nouvelles, qui a écrit des romans, comme vous le savez certainement, mais aussi, on le sait moins, quelques pièces de théâtre. Et bien, celle-ci, j'avais envie de la découvrir justement parce que c'est le cas. Eh bien, le livre dont je vous parle, c'est Les Jeux sont faits, donc de Jean-Paul Sartre, comme je disais. Et pour moi, franchement,
franchement, ça a été une vraie surprise. Je m'y attendais pas. J'aime bien Jean-Paul Sartre. En général, je l'aime bien, pas vraiment dans sa partie philosophique, parce que je trouve que c'est trop compliqué. Franchement, on comprend pas grand-chose. Mais en revanche, j'avais toujours eu plutôt une appétence pour ses romans et pour ses pièces de théâtre. Par exemple, Huis clos, etc. Je trouve que ça se lit très bien et franchement, c'est très intéressant, très intelligent et assez virtuose au niveau de l'écriture. Eh bien, figurez-vous que là, je suis complètement tombée des nues parce que franchement, j'ai trouvé que c'était absolument génial. C'est devenu sans conteste l'une de mes œuvres sartriennes préférées. Les jeux sont faits, ça mêle de l'humour, ça mène de la poésie, c'est touchant. En gros, l'histoire, c'est que ça met en scène deux personnages, Ève et Pierre, que tout séparait, qui n'auraient jamais dû se connaître, et qui tous les deux sont trahis dans leur vie. Ils sont assassinés, figurez-vous, le même jour en plus, par quelqu'un qui leur était proche. Et ils se retrouvent, et c'est ça qui est assez génial dans cette histoire imaginaire, ils se retrouvent aux portes du paradis, en gros, et au moment où ils vont devoir décider de leur vie dans l'au-delà. Et ils se rendent compte, à ce moment-là, quand ils se rencontrent, alors qu'ils sont morts, concrètement, qu'ils étaient sans doute faits l'un pour l'autre. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on leur laisse, dans le cadre de cette pièce de théâtre, une chance de revivre et de revivre à deux. Et en fait, c'est un peu comme si on pouvait revivre la vie qu'ils auraient dû avoir, la vie qu'ils auraient pu rêver, une vie d'amour, une vie de sincérité. Et tout ça, c'est ils doivent faire un choix en fait pour y arriver et ils doivent subir une épreuve. On va dire, je vous révèle pas tout parce que sinon vous n'aurez pas envie de lire le livre. Bref, tout ça pour dire qu'ils doivent vivre une épreuve pour réussir à vivre cette vie rêvée et vivre enfin le vrai et le grand amour. C'est hyper poétique, c'est très fin, c'est une réflexion sur la liberté, sur le libre arbitre, sur l'amour aussi bien sûr, et sur nos contradictions entre, je dirais, le rationnel, nos envies, nos principes, nos engagements aussi, et puis le cœur, et donc notamment la sensibilité, l'amour, ce qui nous porte d'une manière un petit peu plus irrationnelle. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau livre, pour tout vous dire, il m'a arraché quelques larmes, enfin pas arraché, honnêtement j'ai pleuré pas mal, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, et donc bref, tout ça pour vous dire que c'est court, c'est très prenant, et je trouve que ça vaut absolument la peine de le lire. C'est un roman qui est très touchant, donc là aussi je vous le recommande, c'est donc Les jeux sont faits de Jean-Paul Sartre. Troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, j'ai pas mal lu ce mois-ci, Humus de Gaspard Koenig. Je l'ai lu celui-là parce qu'en fait j'interviewais Gaspard au moment où on se parle, l'épisode n'est pas encore sorti, mais donc j'avais un peu envie de faire mon homework, j'avais prévu de l'interviewer sur le podcast, j'avais déjà lu d'autres livres de Gaspard Koenig. Gaspard Koenig est un philosophe écrivain français, pour tout vous dire, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'il a fait la même école que moi, normale supérieure, quelques années avant, donc on aurait pu se croiser, il l'a fait je crois 2 ans avant moi. Et donc c'est quelqu'un qui est absolument brillant, mais qui a vraiment une vision philosophique forte, ancrée autour du libéralisme et autour surtout de la compréhension de la société française, et en ce moment avec une vraie recherche philosophique autour de la liberté et aussi de l'écologie pour comprendre en gros les contradictions de notre société à ce sujet. Donc je trouve que c'est un auteur qui est très intéressant parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà lu un autre livre de Gaspard Koenig que j'avais trouvé intéressant, mais que j'avais trouvé pas hyper agréable à lire. C'est un livre qui s'appelle Le révolutionnaire, l'expert et le geek, et qui est intéressant, mais qui est un petit peu trop technique, je trouve, et puis surtout qui raconte pas une histoire, donc on se rappelle, à mon avis, pas grand-chose. Et donc là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est un roman, le roman donc Humus de Gaspard Koenig. Je vous fais le topo, l'histoire, et ensuite je vous donne mon avis dessus. Humus, c'est l'histoire de 2 jeunes étudiants qui sont à Agrotech Paris et qui sont passionnés donc par le monde rural et puis par l'agriculture, par la nature de manière générale. Ils sont cependant en même temps assez hantés, si je puis dire, par l'urgence écologique. Ils voient des problèmes autour de l'écologie et donc ils décident de se remonter les manches et d'arrêter de juste être cynique et d'essayer de changer les choses. Il y en a 2 et c'est très intéressant parce qu'en fait ils reflètent 2 pendant la société. Le premier personnage, c'est Kevin. Alors, il faut imaginer, c'est un fils d'ouvrier agricole du Limousin. Il vient un peu de nulle part, honnêtement, ou en tout cas de la campagne. Pourtant, il est très beau, il est très intelligent et il travaille énormément et c'est ça qui va faire qu'il va réussir, en fait, sincèrement, grâce à son mérite, à s'extirper de sa condition. Et donc là, on voit le vrai ascenseur social. Ça devient un transfuge de classe qui va réussir à monter à Paris, à rentrer dans une belle école et ensuite à créer une entreprise, une start-up dans le lombricompostage. C'est quoi? C'est l'utilisation en gros des vers de terre. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots sur le thème des vers de terre
pour essayer de renouveler les sols qui souvent n'ont plus aucun minéraux, aucun élément en fait qui sont complètement délabrés, on va dire, et donc il va utiliser les vers de terre pour réussir à redonner une seconde vie à ces terres et aider la planète concrètement dans le thème agricole. Et donc tout ça pour dire que c'est très intéressant parce que ce Kevin, et d'ailleurs on s'attache pas mal à ce personnage, c'est quelqu'un franchement qui voit le monde avec un regard assez extérieur parce qu'en fait il vient pas du monde des startups, il vient pas du monde de l'argent, il vient pas de la bourgeoisie, au contraire il est assez extérieur à ça et donc il a un regard assez étonné, assez ingénu, candide et froid aussi en même temps sur notre société actuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre que cette finalement ouvrage, Humus, c'est un peu une satire de notre société, ou en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un regard assez cru sur notre société actuelle et notamment sur le jugement qu'on peut avoir sur la crise écologique et comment on peut réellement avoir un impact. Donc ça c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, et les deux sont amis, c'est un jeune homme qui s'appelle Arthur, et Arthur c'est un peu l'inverse en réalité. Je suspecte d'ailleurs que Gaspard Koenig s'est un peu fait un petit travail d'autobiographie sur le personnage d'Arthur. Arthur c'est qui? C'est un jeune homme absolument brillant, qui a fait de grandes études, on sent qu'il vient d'un milieu social un peu plus aisé, et il a vraiment une culture. D'ailleurs il n'arrête pas de citer plein d'auteurs, enfin il est un peu non, mais quand même, il se prend un petit peu la tête, ou en tout cas, il se voit vraiment comme quelqu'un de très intellectuel. Et cet Arthur, c'est tout l'inverse de Kevin, qui part de rien et qui va devenir, en gros, un fou furieux de la tech agricole française. Eh bien, à l'inverse, Arthur, c'est quelqu'un qui venait d'un milieu social assez aisé, qui a fait des études et qui décide de revenir à la terre et qui va aller s'isoler en Normandie, mettre les mains dans le cambouis pour créer une ferme de de lombricompostage. Donc là aussi, où en fait, il va essayer d'utiliser les vers de terre dans la terre et concrètement voir quel impact ça peut avoir, de faire revenir des vers de terre dans une terre qui était complètement spoliée par des produits chimiques et des pesticides. Et donc, vous avez ces deux parcours de deux personnes qui sont amies en plus, donc qui discutent ensemble, qui ont pris des chemins complètement différents dans la vie, tous les deux sur le même thème, donc du lombric et du ver de terre, c'est un petit peu rigolo, et on va voir leur évolution. Donc la vraie différence entre ce jeune homme Arthur issu d'une famille bourgeoise qui va revenir sur les terres familiales pour tenter d'en réparer les ravages, et puis à l'inverse, ce Kevin, fils d'ouvrier agricole, qui va embrasser les codes de l'innovation. Et au travers de ces parcours, de ces deux amis, Humus va explorer véritablement les contradictions contemporaines entre l'aspiration sincère à sauver la planète et puis en même temps les mécanismes un peu de domination sociale entre par exemple un Arthur qui va être vraiment dans la révolte et qui va devenir concrètement complètement anarchiste et en même temps un autre chemin qui est celui de Kevin qui décide en fait de devenir un mania de la tech si vous voulez et qui va aller à fond dans toutes les contradictions et dans toutes les problématiques de ce monde de la tech, de l'argent, du capitalisme on va dire un peu à outrance. Donc ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ce livre il va être une espèce de fresque vivante de notre société. Et franchement, vous allez voir, vous allez certainement reconnaître des personnes qui ont peut-être des traits, enfin des amis à vous, des personnes en fait où on sent un peu des contradictions entre, par exemple, l'envie d'avoir un vrai impact écologique et en même temps un attrait pour le gain, etc. Donc, je trouve que ces contradictions sont très intéressantes. Néanmoins, ce livre, j'ai envie de lui faire une certaine critique aussi, même si j'ai passé un très bon moment à le lire, c'est que je trouve qu'il est un peu trop satirique. Et bizarrement, je trouve que les personnages sont tellement caricaturaux qu'en fait, on n'y croit pas énormément. Ça va trop loin. En fait, c'est presque, si vous voulez, une fresque qui devient presque une fable, alors que je pense que ça aurait pu être un vrai roman avec encore beaucoup plus d'impact si jamais on s'était plus identifié aux personnages. Mais là, ils sont tellement extrêmes, ils sont tellement caricaturaux, je suis restée un petit peu sur ma faim. Donc même si j'ai trouvé que le propos intellectuel était très intéressant, j'aurais envie de vous dire, vous pouvez le lire parce qu'en fait c'est quand même très bien écrit. Je trouve que Gaspard Koenig a énormément de talent et je trouve que le propos est très intéressant. Mais par contre, ne vous attendez pas à être pris par l'histoire et à vraiment avoir une émotion en fait en le lisant. Vous pourrez avoir parfois du dégoût, vous allez avoir un côté critique, ça va vous faire réfléchir. Mais je trouve que émotionnellement, ça manque peut-être un petit peu de fond. En tout cas, je pense que c'était pas le propos de Gaspard Koenig, mais du coup, moi, de ce point de vue-là, je suis un petit peu restée sur ma faim. Voilà donc pour cet autre ouvrage. On passe au 4e, si vous avez encore un petit peu d'attention disponible. Cette fois-ci, il est très très court, ça n'a rien à voir et c'est à nouveau un chef-d'œuvre. J'avais lu la biographie de Balzac, comme je vous en ai parlé, et donc je me suis dit, ce mois-ci, forcément que je lise un Balzac. J'avais pas forcément envie d'en lire un très très gros, et donc j'ai choisi un livre que j'avais déjà lu auparavant, mais j'adore relire des chefs-d'œuvre. Et là, c'est vraiment le cas. C'est une petite nouvelle qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac.
C'est en gros l'histoire du peintre Nicolas Poussin, que vous devez connaître si vous êtes allé au Louvre. Vous savez, il fait toujours des très très beaux tableaux un peu symbolistes avec en général 3 couleurs. Il y a du bleu, du rouge et du jaune. C'est très primaire, on va dire, dans l'état d'esprit, dans le traitement. C'est très beau, très pur. Et donc bref, Nicolas Poussin, à peine débarqué à Paris, il faut l'imaginer, c'est un jeune homme. Il est encore jeune à ce moment-là, il est encore ambitieux, il a tout à construire et il souhaite rencontrer un maître de peinture pour apprendre avec lui, pour en faire un peu son mentor. Donc, il va aller chercher différents maîtres et il en rencontre plusieurs, et notamment un qui est un homme qui travaille depuis des années sur un tableau un peu secret qu'on ne voit pas. Il n'arrête pas, ce grand maître, de parler de ce tableau, d'expliquer à quel point il est vivant, à quel point on a presque l'impression que c'est une femme qu'il est en train de peindre, va presque sortir du tableau tellement c'est réaliste, tellement c'est beau, tellement c'est sensible, tellement on sent presque la peau quand on regarde, on va dire, ce tableau. Et donc, en fait, il nous donne vraiment envie de découvrir ce tableau. Et ce qui est très, très bien fait dans la nouvelle, c'est que pendant tout, la nouvelle qui est très courte, elle fait une 60aine de pages, en fait, ce peintre absolument génial, qui a l'air d'être, donc, comme je dis, un génie de la peinture, nous parle de ce tableau et nous parle de son œuvre, qui est vraiment l'œuvre de sa vie, ce fameux chef-d'œuvre inconnu qui donne le titre à l'ouvrage. Et bien, à la fin, ce qui se passe, et c'est assez fou, c'est qu'on se rend compte, j'ai pas trop envie de tout révéler tout de suite, mais c'est que le tableau, tel que ce peintre nous le décrit, n'est pas du tout ce qui va être vu par Nicolas Poussin. Et donc, en fait, il y a une énorme décorrélation entre la vision du peintre et ce qu'il pense avoir peint, ce travail qu'il a mis pendant des années, et puis la réalité de ce qu'il a fait. Bref, j'ai pas envie de tout vous dévoiler parce que franchement, ça vaut la peine et je vous invite vraiment à lire ce livre. Et j'ai eu tout autant de plaisir à le relire la deuxième fois, alors même que je connaissais l'histoire et que je connaissais la chute. Balzac, ce que je trouve assez génial, c'est qu'il nous propose dans cette très très courte nouvelle, peut-être même un peu trop courte, d'une 60aine de pages, comme je vous le disais, toute une réflexion sur l'art, où il va comparer la peinture allemande, la peinture italienne, etc., la manière d'introduire la lumière dans un tableau, comment est-ce qu'on peut créer de la sensibilité, une sensation ou une émotion dans un tableau. Mais surtout, de manière plus intéressante, il va ne pas se contenter d'évoquer l'art, mais il va parler de la beauté et de l'acte créatif, et surtout du prix à payer pour tenter d'atteindre la perfection, ou en tout cas quelque chose d'assez sublime. Il va nous parler de l'acharnement de l'artiste pour avoir une œuvre parfaite, qui parfois, ce perfectionnisme va nous mener à notre propre échec. Et finalement, c'est ça qui est encore paradoxal et très intéressant, c'est comment essayer d'aller tendre vers un effort maximal va parfois nous empêcher de réussir, et que tutoyer l'impossible va nous faire perdre notre âme. C'est vraiment le propos de ce livre que je trouve très beau, que je trouve très facile à lire et que je trouve extrêmement intéressant. Donc là, franchement, c'est un grand oui. Si je vous mettais une note, je vous mettrais 12 sur 10. Franchement, lisez-le. En plus, c'est court. C'est un roman, plutôt une nouvelle, on va dire, qui vaut vraiment la peine. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est là aussi un livre que j'ai relu. J'aime bien relire des livres. Je sais pas vous, je serais curieuse de savoir dans les commentaires si vous aussi vous aimez bien parfois relire des classiques ou des livres qui vous ont parlé à un moment pour vous les remettre en tête et vous dire qu'est-ce qui peut m'apporter une deuxième fois. Et cette fois-ci, j'ai relu un livre qui s'appelle Delivering Happiness de Tony Hsieh. Tony Hsieh, c'est un entrepreneur américain qui avait créé l'entreprise Zappos. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une entreprise pas très connue en France, mais très connue aux États-Unis, qui vend des chaussures. C'est un peu l'ancêtre de toutes ces boîtes qui vendaient de Zalando, par exemple. Mais lui, uniquement spécialisé sur la chaussure. Donc, c'est vraiment l'un des pionniers, on va dire, du e-commerce. Cette entreprise a été rachetée ensuite par Amazon, d'ailleurs, de manière très chère. Et donc, Tony Hsieh a vraiment été un énorme entrepreneur à succès aux États-Unis, l'un des premiers, un peu le Elon Musk, si vous voulez, des années 2000. Et donc, Tony Hsieh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du fait qu'il a créé cette entreprise, ce qui fait que ça a réussi, cette entreprise, c'est ce qu'il écrit dans ce livre qu'il a écrit lui-même, c'est qu'il ne vendait pas juste des chaussures. Ce qu'il vendait, c'était du bonheur. Parce qu'en fait, en réalité, il vendait des chaussures qui n'étaient même pas fabriquées par lui, c'était un distributeur de chaussures. Et ce qui faisait la différence, c'est qu'il s'est dit, je veux apporter un service qui est absolument exceptionnel, qui est tellement waouh, qui est tellement fou, que les gens, même s'ils achètent pas là, ils rachèteront à un autre moment. Et donc, de créer un lien émotionnel entre sa clientèle et entre finalement son équipe et son entreprise. Et ce livre, pour tout vous dire, il m'a énormément inspiré quand j'ai créé Gémio. Je me rappelle très bien, je l'ai lu au tout début de Gémio et je me suis dit,
dit, mais c'est exactement l'idée que j'ai envie d'avoir avec Gemio, c'est exactement ce type de service, ce wow service comme il en parle dans Delivering Happiness, que j'ai envie de proposer à mes clients. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de relire ce livre, c'est quand j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps la fondatrice de Oh My Cream, Juliette Lévy, je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode ici sur YouTube ou sur le podcast, elle m'a parlé de ce livre et elle aussi, ce livre l'avait inspirée. Je me suis dit, quand même fou qu'on soit deux personnes, on se connaît, voilà, et on s'est dit toutes les deux, mais que ce livre, il nous avait profondément impacté au point qu'on avait envie d'en tirer des enseignements pour nos propres boîtes et de s'en inspirer énormément. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de le relire une deuxième fois pour me redonner envie et puis pour voir, en fait, si c'est toujours juste. Ben oui, c'est toujours juste. Oui, ça me donne toujours envie. Alors, c'est pas de la grande littérature. Clairement, si je vous fais un peu la critique du livre, c'est écrit simplement par un entrepreneur. Mais je trouve que les fondamentaux, la sincérité de Tony Hsieh sont absolument magnifiques. Et donc, franchement, si jamais vous travaillez dans le commerce, je pense que c'est vraiment un livre qui pourra vous apporter. Je dirais que pour d'autres personnes, franchement, c'est pas la peine de le lire. Mais si jamais vous êtes en train de créer une marque, ça pourra vous aider à voir à quel point on peut aller loin dans sa plateforme de marque et dans ses principes. Et dans son cas, c'est vraiment ça qui a fait la différenciation de Zappos. Et honnêtement, il le dit, c'est ça qui fait qu'il a été racheté ensuite des centaines de millions par Amazon. Parce que concrètement, c'est parce qu'il a été droit dans ses bottes et qu'il il n'a jamais tergiversé, qu'il a toujours été dans la direction donc du wow service, comme il le dit, qu'il a réussi à faire émerger une entreprise qui franchement était une entreprise assez lambda qui vendait quand même des choses sur internet, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était très inspirant en termes de réflexion sur la marque et puis aussi de valeurs, de se dire que nos valeurs, c'est aussi ça qui nous forme, mais que les valeurs, c'est pas juste des mots, c'est aussi des actions. Et on voit dans le livre par un millier de petits exemples comment ce wow service a été traduit en action dans le cas de Zappos. Voilà pour ces 5 ouvrages. Ça a été franchement très intéressant. Je vous dis, j'ai plutôt eu de la chance ce mois-ci parce que j'ai eu 5 ouvrages qui m'ont quand même globalement bien plu. Donc je vous invite à réfléchir auxquels vous auriez envie de prendre de votre côté. Et puis surtout, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir en commentaire, vous, quels sont les livres que vous avez lus. Et si vous pourriez prendre un petit peu de temps pour me faire un petit texte et me dire, si vous êtes sur YouTube ou pourquoi pas sur Instagram, sur LinkedIn, si vous me suivez sur ces réseaux, quels sont les livres qui vous ont le plus marqué ce mois-ci, si vous en avez lu plusieurs comme moi. Ça m'intéresse, déjà ça pourra m'inspirer et puis je trouve que ça pourra nous permettre de réfléchir ensemble à nos prochains ouvrages parce que c'est un peu le thème de ce book club. Donc voilà, c'est un peu un nouveau format pour moi sur ce book club et puis tellement je vous proposais un seul livre, je me suis dit on y va et je vous propose les 5 livres que j'ai lus réellement. Vous me direz en mettant un petit like si vous pouvez ou en commentaire si ça vous a plu et puis bien sûr n'hésitez pas à partager cet épisode à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau book club. Merci les amis.